Pour commencer, les PCB, avec les mesures réglementaires qui ont été prises dès la fin des années 80 pour interdire la production, interdire totalement la production, ça a été fait en 1987 en France, et restreindre l'usage à des systèmes clos comme les transformateurs électriques. Puis ensuite, une directive européenne transposée rapidement en droit français qui prévoyait l'élimination de tous les appareils contenant des PCB, au-dessus d'un certain seuil, mais assez bas, avant 2010, on pensait que le chapitre était clos. De plus, il y avait certes eu une première alerte sur la contamination des poissons dans le Rhône, près de Lyon d'ailleurs, à la fin des années 80, générant un suivi de la qualité de ces poissons à l'initiative du service de la navigation Rhône-Saône jusqu'à la fin des années 90. Et à ce moment-là, le prestataire, le laboratoire désigné par ce service avait jugé la situation calmée, rassurante, puisque les poissons étaient redevenus conformes au seuil indicatif, au seuil de qualité indicatif qui avait été défini en 1988 par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Alors pourquoi est-ce que c'est revenu en force avec une très grande intensité? Pourquoi c'est redevenu très peu de temps après, en 2005-2006, un sujet vraiment de préoccupation aiguë? Alors il y a sûrement beaucoup de raisons qu'on n'est pas capable de tout analyser à l'heure actuelle. Certaines sont assez conjoncturelles, d'autres sont plus des raisons de fond. Et ça donne à penser que ce retour aurait lieu de toute façon. On aurait de toute façon fini par revenir à se préoccuper des PCB. On avait peut-être jugé la situation, le chapitre clos trop vite. La première raison, c'est que finalement, on s'est aperçu à l'occasion de cette crise que le processus d'élimination des transformateurs s'était fortement ralenti et que finalement, sans la crise, on n'aurait pas tenu, à peu de choses près, l'échéance de 2010. Donc, quelquefois, les crises ont du bon. Plus sérieusement, c'est installé assez vite au fil du temps. En fait, je pense dès le début de l'interdiction, ce que nous avons appelé une ignorance construite avec ma collègue Christelle Gramaglia, qui est sociologue. Alors l'ignorance construite, c'est un concept de sociologie qui essaye d'expliquer un certain nombre de processus sociaux en expliquant que finalement c'est par ignorance, mais une ignorance qui peut être volontaire quand c'est finalement l'industrie qui manipule les données, ou un autre acteur politique qui manipule les données, ou qui peut être involontaire parce qu'on a finalement d'autres choses à faire. Bref, c'est cette ignorance qui finalement crée les conditions d'une crise ultérieure. En ce qui concerne les PCB, une chose qui a été largement ignorée, c'est le fait que ce sont en tout cas en dehors de la sphère scientifique, c'est le fait que ce sont des composés extrêmement résistants, persistants, et que c'est installé finalement pendant leur période d'utilisation et ensuite après la période d'interdiction, une espèce de cycle environnemental, c'est un cycle infernal qui continue encore aujourd'hui. Vous voyez sur ce graphique une représentation un peu illustrée de ce cycle avec des zones d'émission, par exemple ici une zone urbaine, où on a à la fois une émission par les immeubles eux-mêmes, mais aussi par les gens qui y vivent, ce qui finit dans les stations d'épuration qui elles-mêmes émettent des PCB vers les milieux aquatiques. Désolé Stéphane, mais ça continue. Vous avez également des zones d'utilisation, soit des sites industriels avec des sols contaminés, soit des dépôts, des zones de stockage de déchets. Tout cela fait que les PCB sont émis vers les milieux aquatiques par ruissellement ou vers l'atmosphère, où ils sont ensuite transportés à distance, redéposés par exemple sur les glaciers et reviennent dans les milieux aquatiques par fonte des glaciers ou par ruissellement sur les sols. Et puis dans les milieux aquatiques, ça voyage, ça peut aller contaminer les poissons, ça peut être stocké dans les sédiments à l'amont des retenues, et une partie continue à voyager jusqu'aux estuaires et aux milieux marins, comme d'ailleurs ça a été dit tout à l'heure à propos avec les mesures de flux en amont.
Une partie sera piégée dans la profondeur des océans. Ça a été illustré très récemment par une publication qui a montré qu'il y avait des PCB même à plus de 10 000 mètres de profondeur au fond des fosses océaniques. Mais une autre partie va continuer le cycle de manière, pour l'instant, continue. Et la diminution au total dans l'environnement est finalement assez lente. Donc ça, c'était pour l'ignorance construite. La troisième raison, c'est que finalement, entre les connaissances toxicologiques ont évolué, amenant à revoir à la baisse finalement les seuils de toxicité par rapport à ce qu'on avait jugé à la fin des années 80. Et en même temps, s'est mise en place une stratégie européenne de réduction de l'exposition aux dioxines et composés apparentés qui inclut un certain nombre de PCB. Et de fait, cela a amené à ce que le seuil toxicologique applicable au PCB a été fortement abaissé. Pendant cette période donc, où on a eu un regain d'intérêt pour les PCB, plusieurs équipes lyonnaises, enrichies d'ailleurs de collaborateurs de l'US Geological Survey, ont contribué à établir la trajectoire historique et spatiale de cette contamination dans le Rhône. Donc là, on parle de sédiments, puisqu'on l'a fait à l'aide de carottage de sédiments, de carottage continu. Je veux dire par là que c'est des endroits, on est allé dans des endroits où les sédiments se déposent sans pouvoir être érodés par les crues, ce qui va permettre ensuite d'interpréter la trajectoire temporelle de ces contaminants. Donc ça a été fait au fil du temps, grâce à l'Observatoire des sédiments du Rhône notamment, sur 8 sites. Alors je ne sais pas si c'est très visible sur le graphique, c'est des sites qui sont présentés par des gros points noirs avec une étoile blanche, et ça va donc de la sortie du lac de Genève ici aux étours, pardon, le lac Léman, je ne suis pas en Suisse. Donc avec le site des Étournelles, jusqu'à un point qui se trouve un petit peu à l'amont de la confluence entre le Rhône et l'Ardèche ici, avec la Laune de la Grange écrasée. Au total, il y a 8 sites sur lesquels les carottes ont donc été caractérisées, datées, on verra comment, puis ensuite analysées en couches fines sur toute la hauteur pour les PCB et pour d'autres contaminants, notamment les dioxines. Alors sur ce graphique, nous avons représenté une synthèse de l'ensemble des données PCB dans les carottes du Rhône. Ce graphique se lit de gauche à droite pour l'échelle spatiale, hein, en partant de Genève et en arrivant quelque part entre Valence et Montélimar. Et ça se lit de haut en bas, c'est une échelle de haut en bas qui est à la fois l'échelle de la contamination, mais aussi une échelle temporelle. Chaque point représente en effet la médiane des concentrations pour une décennie. Donc on a un certain nombre de points de mesure par décennie, et on en prend la valeur médiane. Et vous voyez que les décennies les plus anciennes sont situées plus haut sur le graphique, ce sont les points noirs pour les années 65 à 75 et ainsi de suite. Donc ça c'est la première chose, et c'est une bonne nouvelle, c'est que ça diminue donc dans tous les sites qu'on a carottés au fil du temps. La deuxième chose qu'on voit sur le graphique, c'est que par contre, et ça c'était déjà dans les diapositives de Stéphane tout à l'heure, la contamination par les PCB augmente de l'amont vers l'aval. Ça augmente pour deux raisons. Une première raison, c'est qu'il y a des sites contaminés historiques, notamment des sites de production à différents endroits dans le bassin, et on voit l'influence de certains de ces affluents. Par exemple, ce point ici qui est à l'aval, la carotte est à l'aval de la confluence avec le Gier, diverge de la courbe qui, au fond, obtenue par régression, qui résumerait l'augmentation en fonction de la progression vers l'aval. Donc ça veut dire qu'on a une contamination qui est plus forte et qui signe un apport particulier du Gier. Inversement d'ailleurs, ici, on a une espèce de dilution de la qualité des sédiments par la sorte. Et il y a une deuxième augmentation très forte qui est donc entre ces deux points et qui est liée à la confluence avec l'Isère. Mais outre ces sites historiques, l'augmentation de l'amont vers l'aval s'explique aussi par la population cumulée, puisqu'en fait les courbes sont très parallèles, ce qui veut bien dire que nous contribuons nous-mêmes, enfin les villes en tout cas où nous vivons, contribuent
à la contamination du milieu par les PCB. Alors ces composés, les polychlorodibenzodioxyne et furane, ce sont des composés accidentels, inégalement toxiques, qui sont produits dans des process industriels, notamment autrefois en métallurgie, la combustion d'ordures ménagères, etc. Toutes ces substances exhibent un mode d'action, une toxicité variable, mais qui est liée à un mode d'action spécifique, qu'elles partagent d'ailleurs avec des composés comme certains PCB. Ce mode d'action commun a donc conduit à établir, les toxicologues à proposer deux concepts, celui du facteur d'équivalent toxique, ou TEF, qui exprime l'intensité de l'action toxique par rapport à une dioxine de référence, ici celle qu'on a appelée aussi la dioxine de Seveso. Et le deuxième concept, c'est la quantité toxique équivalente, ou TEQ, qui est en fait la somme pondérée des concentrations de dioxine et furane. Elle est pondérée par les TEF, justement. L'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure, a mis en œuvre depuis la fin des années 90 une stratégie de réduction de l'exposition humaine qui était considérée comme trop forte à l'époque, sous forme d'une action réglementaire sur les émissions. C'est ce qui a conduit donc à diminuer les émissions dans l'industrie métallurgique, à mettre en place des dispositifs épurateurs des fumées sur les incinérateurs d'ordures ménagères et ainsi de suite, mais également par une réglementation par des normes alimentaires qui devaient baisser graduellement. Quand on regarde les données dont on dispose sur les poissons dans le bassin Rhône-Méditerranée, la part du TEQ qui est propre aux dioxines et furanes est de l'ordre de 10 à 20% sur l'ensemble du bassin, sur l'ensemble des poissons du bassin, est toujours inférieure à la norme applicable à ces composés seulement. Ce qui veut dire, à contrario, que si on déplace le TEQ global, c'est essentiellement à cause des PCB de type dioxine qui représentent 75 à 80% du TEQ. Pourquoi donc introduire les polychlorodibenzodioxyne et furane sur la liste des substances prioritaires au titre de la DCE, alors que cette part dans les poissons est aussi faible? Je ne prétendrai pas qu'on a là un élément de réponse à la question. Par contre, on a là donc une autre représentation des tendances temporelles et spatiales de ces composés dans les sédiments du Rhône. Ce sont les mêmes carottes que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on représente donc les dioxines et furanes. Alors, ce n'est pas le même mode de présentation des données, même si à la base, on a finalement le même matériau. Ici, on a une échelle temporelle qui est sur l'axe horizontal, avec les dates les plus récentes à droite. Et puis, on a une échelle verticale qui est représentée par le logarithme des concentrations. J'insiste sur le logarithme parce qu'en fait, ça a pour effet de comprimer l'échelle, l'amplitude des valeurs, mais ça permet aussi de faire un graphique unique. Alors, ce graphique nous apprend deux choses, un peu les mêmes que pour les PCB. D'une part, que sur tous les sites, on a une baisse avec le temps qui est finalement assez importante. C'est parce que on travaille sur le logarithme des concentrations que je peux dire qu'elle est importante. Et ça, c'est vrai sur tous les sites. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que les concentrations, de nouveau, augmentent de l'amont. Ici, on est aux Étournelles, près du lac Léman, vers l'aval. Et ici, on est à la Laune de la Grange écrasée, tout à fait à l'aval. On voit notamment que l'augmentation est très forte entre ces deux points, et c'est là que se situe la confluence avec l'Isère, ce qui suggère ou confirme qu'il y a une zone d'émission, une source importante de dioxine dans le bassin de l'Isère. On sait même où elle est. Par contre, ce que nous concluons aussi dans le papier là, qui est mentionné en bas, c'est que finalement, la baisse des concentrations dans les sédiments témoigne effectivement de la réduction des émissions, conséquence notamment des mesures réglementaires qui ont été prises. Avant d'aller plus loin, il me semblait peut-être utile de préciser que la prise de conscience de la présence de perfluorooctane sulfonate dans l'environnement ne signifie pas pour autant qu'il s'agit d'un phénomène récent. En fait, la production industrielle à large échelle de ce composé et son utilisation, ça a commencé dès la fin des années 40.
Mais c'est seulement en 2001 qu'on s'est aperçu qu'il y en avait dans l'environnement, et beaucoup. On peut se demander au passage pourquoi est-ce que ça a pris tellement de temps, puisque c'est dès les années 60, 1968, alors on ne savait pas encore que c'était du perfluorooctane sulfonate, mais on en avait trouvé dans des échantillons de banques de sang. Dans les années qui ont suivi, on a pu identifier le PFOS et un autre perfluoré, le PFOA, dans des échantillons de sang de travailleurs notamment de l'industrie chimique. Et ensuite dans l'eau potable à Washington. Et donc vous voyez, ça a pris quand même presque 30 ans avant qu'on prenne conscience que c'était dans l'environnement, alors que ça faisait plus de 40 ans que le composé était utilisé. Donc l'émergence ne veut pas dire que c'est quelque chose de récent. Il y a d'ailleurs une certaine analogie ou un certain parallélisme entre l'histoire des perfluorés, le début de cette histoire, et les PCB de tout à l'heure. Il y a eu aussi ce décalage entre l'utilisation et la découverte dans l'environnement. Par contre, on peut dire aussi que l'histoire s'accélère, puisque dès 2009, le perfluorooctane sulfonate était sur la liste des polluants persistants de la Convention de Stockholm. Bon, c'est des composés, je vais passer rapidement, mais leur présence dans l'environnement s'explique aussi parce que leurs usages sont multiples et leurs propriétés de résistance sont particulièrement marquées. Voilà, j'ai essayé de montrer quelques exemples d'usage. Vous avez des mousses extinctrices très utilisées dans les aéroports, des vêtements imperméables ou des chaussures, une utilisation dans des ustensiles de cuisine, dans des films alimentaires, et j'en passe. Il y a beaucoup d'utilisations différentes, et il y a aussi plus de 3000 composés actuellement de per ou polyfluorés sur le marché. Vous voyez, c'est une gamme extrêmement vaste et un problème compliqué à débrouiller. Voilà. Et je terminerai en disant que j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait des signaux encourageants pour certains composés, mais il y a aussi beaucoup d'inconnus et beaucoup de travail encore devant nous pour notamment les PFAS et les retardateurs de flamme. Malgré tout, on ne pourra pas faire autrement que, étant donné l'étendue de l'univers des substances chimiques, on ne pourra pas faire autrement si on s'intéresse à la qualité des milieux, que d'être sélectif. Et c'est peut-être, à mon avis, plus pertinent quand même. Mais il faut le faire, essayons d'être positifs, de manière intelligente, c'est-à-dire de bien raisonner la manière dont nous posons nos priorités, mais aussi de les remettre en cause régulièrement, et en nous interrogeant sur la notion d'incertitude et sa prise en compte dans la gestion des risques, peut-être plus que ce n'est fait actuellement. Voilà, j'ai aussi essayé d'illustrer l'importance de l'interdisciplinarité dans tout ce travail sur la qualité des milieux. J'insisterai pas. Et enfin, je voulais mentionner quelques innovations qu'on n'a pas encore vraiment testées pour étudier la qualité, mais qui me paraissent extrêmement prometteuses, qui pourraient même révolutionner finalement notre approche de la qualité, en tout cas sous l'angle chimique. Ce sont des approches dites non ciblées ou très ouvertes, et c'est également les tests de toxicité in vitro. Enfin, je n'aurais pas pu vous présenter tout ça sans de très nombreuses collaborations. Je l'ai mentionné ici et je les en remercie indirectement, que les personnes qui m'ont le plus aidé dans cette affaire. Voilà, merci de votre attention.